C'est qu'elle met l'accent sur les responsabilités, sur la responsabilité individuelle. Je vous en parlais déjà tout à l'heure, en ce sens qu'elle accroît de nouveau le poids sur les épaules de chacun. Elle dit à chacun, si vous voulez vieillir bien, soyez actif. Et finalement, quand on prend la phrase à l'envers, ce que ne manque pas de décoder chaque personne, c'est si vous n'êtes pas actif, vous n'aurez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Et ça, quelque part, on le voit déjà un petit peu dans les politiques de santé. Progressivement se font jour une éthique de la responsabilité individuelle où, si vous avez été fumeur, on commence à aller vers des modèles qui disent est-ce qu'on vous financera vos soins de la même manière que si vous n'avez pas été fumeur, ou ce genre de choses. On n'en est pas encore tout à fait là, mais de plus en plus on entend ce type de réflexion. Et donc en faisant peut-être un petit peu de politique fiction, on peut se demander aussi si on ne va pas aller vers des modèles où on impose aux individus, on leur met clairement la responsabilité sur les épaules, quitte à ne pas leur donner les mêmes droits. S'ils ne mettent pas ce qu'il faut en place ce qu'il faut pour bien vivre. Et par ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, elle fait porter donc la responsabilité sur les épaules des individus, et donc elle crée chez l'individu une angoisse. Et donc au moment de la retraite, là où finalement chacun pourrait vivre confortablement, on se dit, mais non, voilà, vous devez toujours montrer. Quand on est chômeur, on doit montrer qu'on est actif et qu'on cherche du boulot. Quand on est aîné, petit à petit, on doit montrer qu'on est toujours actif. Si on ne l'est pas et qu'on vieillit mal, la culpabilisation des individus n'est évidemment pas loin. Le vieillissement actif, quelque part, c'est aussi une idéologie, hein, donc c'est une norme qui se fait jour, et donc quelle est la place de la liberté individuelle dans cette norme? Finalement, alors je ne veux pas ici faire l'apologie de la paresse ou quoi que ce soit, hein, mais finalement, chaque individu, est-ce que chaque individu n'est pas libre de mener son vieillissement comme il l'entend, et le cas échéant de vieillir mal s'il le souhaite, entre guillemets, ou s'il ne veut pas se préoccuper de certains éléments, de certains aspects de sa santé. Donc quelle est la place? Plus on sait de choses, finalement on technicise tout ça et on réduit les libertés de chacun. Un quatrième point, et celui-là je pense est vraiment fondamental, c'est la question de l'égalité durant le vieillissement. Les individus ne sont pas égaux, on le sait de toute façon, et de plus en plus on démontre d'ailleurs que la question de la santé, notamment tellement prédictive, la mauvaise santé à l'enfance prédit de manière assez importante des conditions d'emploi, des conditions financières médiocres, hein, les gens qui ont eu des problèmes de santé à l'enfance. Il y a évidemment donc cette santé à l'enfance, mais il y a évidemment le milieu où on est, la famille où on est, l'égalité des chances. On sait qu'elle n'est pas présente et que l'école peine à compenser. Et par ailleurs, selon l'emploi qu'on a eu, de nouveau, les égalités peuvent se creuser davantage. Quelqu'un qui a fait des travaux de manutention ou un maçon, que sais-je, aurait peut-être un dos en compote. Un employé aura peut-être d'autres problèmes, mais le vieillissement des corps n'est pas le même pour chacun, le vieillissement cognitif n'est pas le même, et aussi les questions du capital social. On dit soyez actifs, mais pour s'insérer, s'investir dans une association par exemple, quelqu'un qui a été secrétaire aura peut-être des compétences qui sont facilement transférables, quelqu'un qui était sur une ligne de production dans une industrie n'aura pas nécessairement des compétences transférables. Un cadre aura peut-être un réseau social beaucoup plus développé qui lui permettra, aura de manière générale un réseau social beaucoup plus développé qui lui permettra d'être au courant de toute une série d'initiatives et d'avoir beaucoup plus de facilité à prendre les opportunités en main et à mettre en place des choses qui lui permettent de bien vivre. Quelqu'un qui est isolé, qui n'a pas eu énormément d'autres contacts que ses collègues, etc., n'aura pas nécessairement les mêmes chances. Donc, la question de ce vieillissement actif, les individus ne sont pas du tout dans les mêmes conditions. Un autre écueil, rassurez-vous, il n'y en a pas 17, c'est la question de l'informel. On oublie, dans la question du vieillissement actif, on met souvent en avant l'associatif, l'engagement associatif, mais il y a toute une série
d'autres activités qui sont tout à fait légitimes et qui permettent de conserver la santé. On sait que l'engagement associatif est plus le fait des hommes que de manière tendancielle, hein, que les femmes sont plus engagées dans les solidarités de voisinage, dans les relations familiales, etc. Mais on a toujours, sans doute parce que ce sont les hommes qui font la politique ou qui sont les scientifiques, tendance à valoriser l'engagement associatif. Il y a d'autres formes d'engagement qui sont tout aussi légitimes, et puis les activités pour soi, dans l'intimité du logement, le jardinage, que sais-je, sont aussi des activités qui permettent de bien vivre. Et enfin, le dernier écueil, c'est le maintien dans l'emploi. Alors c'est peut-être un petit peu passé en retrait ces tout derniers moments, mais pendant longtemps, on a réduit le vieillissement actif. L'Union européenne, notamment, a fort centré sur cet aspect du maintien à l'emploi après, pour les 55-65 ans, voire au-delà. Donc c'était lié effectivement, évidemment aux défis économiques. Mais les anglo-saxons, par exemple, alors qu'on imagine souvent les anglo-saxons comme plus matérialistes, etc., avaient une vision beaucoup plus large du vieillissement actif qui prenait en compte toutes d'autres dimensions, d'autres possibilités de vieillir activement.